Le titre, l'organisation des concours directs et professionnels 2023 s'est visiblement mieux passée que la précédente. Fini les retards dans la proclamation des résultats, fini les polémiques autour de la gestion de la plateforme e-concours, insatisfait pour les agents du ministère en charge de la fonction publique. Vous les entendrez. Le 5e congrès des experts comptables de l'espace UEMOA a ouvert ses portes ce jeudi à Ouagadougou. Experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites, c'est le thème de cette édition qui se tient dans un contexte où le pays est engagé dans la lutte contre le terrorisme avec en ligne de mire l'assèchement des sources de financement de ces groupes armés terroristes. Le reportage dans un instant. Et puis, le grand format de ce journal, lui, vous plongera au cœur d'une mission d'un bataillon de marche mixte des militaires et des VDP en action de sécurisation des techniciens dans la zone de Kaya où quelques habitants commencent à revenir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Contrairement au dernier exercice marqué, vous vous en souvenez sans doute, par un cafouillage ayant occasionné des retards dans la proclamation des résultats, l'organisation des concours directs et professionnels semble avoir été mieux maîtrisée cette année. C'est ce qu'ont annoncé les fonctionnaires du ministère en charge de la fonction publique ce jeudi. On les écoute. Reportage Abdoulassaq Traoré. 2 mois après les compositions sur table, tous les résultats d'admissibilité des concours directs de la fonction publique sont disponibles. Mieux, l'Agence générale de recrutement de l'État est dans la phase examen des dossiers en vue des résultats définitifs. À ce niveau, le taux de publication est estimé à 80%. En ce qui concerne les 128 concours professionnels, plus de 88% ont été administrés en ligne. Et à ce jour, l'ensemble des résultats définitifs sont connus. En d'autres mots, cette année, aucun retard criard. Seul bémol, les résultats n'ont pas été publiés avant la rentrée des classes comme prévu. Mais qu'à cela ne tienne, la satisfaction est au rendez-vous. Féliciter toute la commission, féliciter les informaticiens qui nous ont aidés effectivement avec toutes les plateformes, non seulement la plateforme d'inscription en ligne, ils l'ont fait. Nous avons la plateforme de composition en ligne, ils l'ont fait. Et même la correction électronique, l'année passée, qui nous a posé trop de problèmes là. Cette année, en moins de 2 semaines, ils ont fini le travail. L'année passée, combien de temps on a pris? On a pris au moins 4 mois pour pouvoir corriger vraiment les sujets. Et à la fin, on était obligé d'aller manuel. Mais cette année, les informaticiens au niveau national se sont concentrés. Ils sont assis. En 2 semaines, ils ont conduit la chose. Donc c'est pour dire clairement, on n'a pas autre chose à faire que de donner effectivement la parole vraiment à nos techniciens maison. Parce que c'est eux effectivement qui sont à même vraiment de nous sortir de l'omnière. Si ces résultats ont été atteints, c'est grâce à une série de mesures qualifiées d'innovation. En plus de la gestion domestique de la plateforme e-concours, le nombre de postes au profit des personnes vivant avec un handicap est passé de 45 en 2022 à 60 en 2023. La mise en place d'un système SMS pour renseigner les candidats et le renforcement du dispositif sécuritaire avec des caméras de surveillance sur les différents sites de composition en ligne, entre autres, ont permis d'engranger des résultats, des mesures qui ont favorisé le démantèlement des cas de fraude. On a eu à prendre quelqu'un, un monsieur qui avait 2 CNV différents, avec 2 CNV différents, avec des dates de naissance différentes. Et quand on lui demande, il amène des explications, on ne sait pas. Nous avons eu quelques tentatives de fraude, des candidats qui se sont fait flouer par des individus malhonnêtes. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, l'argent, les 800 francs, ils disent qu'ils vont les inscrire. Apparemment, ce n'est pas fait. Ils les donnent des récépissés qui ne sont pas les récépissés ici de la plateforme e-concours. Donc, au moment de la composition, nous recevons ces candidats avec des récépissés. Je pense que ces individus ont été localisés et nécessaire a été fait. Les concours directs à session 2023 ont mobilisé près de 2 millions de candidatures. Les concours directs à session 2023 ont mobilisé
près de 2 millions de candidatures sur la plateforme. Plus de 7200 postes étaient à pourvoir. Quant au concours professionnel, près de 36 000 candidatures ont été enregistrées. La 20e semaine nationale de la citoyenneté bat son plein en ce moment et comme à chaque édition depuis quelques années, le panel sur le dialogue intergénérationnel tient ses promesses. Les échanges ont concerné le rôle de la citoyenneté dans la reconquête du territoire national, notamment en termes de prise de conscience, de cohésion nationale et de cohabitation pacifique. Le point de tout cela avec Benjamin Kwame. Sur le même plateau, des universitaires avertis sur les questions de développement sociologique et humain, des hommes de culture, de lettres de l'ancienne génération et un jeune qui impacte aussi sa génération à travers ses interventions et ses postes de responsabilité au niveau national qu'international. C'est la 4e édition du dialogue intergénérationnel qui se déroule ici dans le cadre de la 20e édition de la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est une tribune de réflexion, de partage d'expériences sur les valeurs sociales, lesquelles valeurs pourront être véritablement transmises ou acquises qu'à travers ces échanges directs. Il est très important que la jeunesse burkinabé puisse savoir qu'il y a des modèles. La parentale plaisanterie qui est quelque chose de formidable qui permet à des personnes qui ne se connaissent pas, même parfois souvent devant un conflit, qui immédiatement permet de décrisper la situation. Par exemple, c'est quelque chose à approfondir. Ce n'est que par le dialogue, ce n'est que par la communication et l'éducation à la base que nous allons pouvoir identifier ces valeurs-là. Il s'agit aussi de tirer la sève nutritive des seniors pouvant être utilisée pour un Burkina Faso pacifié, car la crise sécuritaire et son corollaire préoccupent plus d'un aujourd'hui. Une participation inclusive de toutes les générations peut aider dans l'édification de la nation et pour le retour de la paix. Nous trouvons que c'est un début d'harmonisation de la société, d'harmonisation donc de compréhension. Et c'est ce genre de cadre qu'il faut pour permettre aux deux générations de mieux se comprendre, de mieux discuter et d'aller sur de bonnes bases dans la lutte contre l'insécurité, dans la recherche de la paix. Et comme vous le savez bien, on est tous conscients qu'on ne pourrait réussir le pari donc de la sécurité ou de la paix si les générations ne s'entendent pas, si on n'a pas une harmonie donc au sein de la population. Jeunesse burkinabé, ne demande pas ce que le Faso peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton cher Faso. C'est l'adresse solennelle lancée par le ministère de la Justice et des Droits humains à l'endroit de la nouvelle génération. Venons-en maintenant au grand format de ce journal. Immersion ce soir au cœur de ce qu'on appelle un bataillon de marche mixte, un groupement de VDP et de militaires. La mission du jour, sécuriser une équipe de techniciens chargés de réparer des installations stratégiques endommagées par les terroristes. Ça se passe dans la zone de Kaya. Vous allez le voir, la progression se fait avec prudence. Roméo Koïta était au cœur de la manœuvre. Le commando est composé de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie, VDP. C'est une unité de marche mixte du centre-nord. La mission du jour, sécuriser une équipe de techniciens chargés de rétablir des installations stratégiques sabotées par des groupes armés terroristes. Les 10 travaux permettront d'améliorer les conditions de vie des populations d'une commune nouvellement reconquise. On est venu avec un particulier. Il doit faire des travaux pour permettre à d'autres villages qui étaient déjà pas installés, qui seront installés dans les jours à venir, voilà, de pouvoir remédier à un certain nombre de choses pour que ces villages s'installent en toute quiétude. Donc, chaque action qu'on mène, c'est par rapport aux demandes de la population et c'est par rapport également aux ordres qu'on reçoit de notre groupement de forces. Le site est situé à près de 30 km de Kaya. La progression se fait avec des blindés, véhicules légers et binômes à moto. Nous prenons place à l'arrière de l'une d'entre elles. Parmi ces combattants, difficile de faire la différence entre militaires et VDP. Ici, personne ne porte de galon. Ils se confondent par leur tenue identique. Pour le capitaine Beka, c'est une manière de raffermir l'unité entre ses ordres.
La colonne se met en route. Après chaque 100 mètres ou 200 mètres parcourus, il faut marquer un arrêt pour respecter les lieux. C'est une mesure de prudence pour éviter toute surprise de l'ennemi. Il faut prendre toutes les mesures pour que tous ceux qui partent là reviennent tous. À la sortie, j'ai dit une phrase. Personne ne meurt aujourd'hui. Et c'est ma devise personnelle comme ça. Personne ne meurt. Bien que ces zones soient reprises aux mains des terroristes, le capitaine sait que la menace reste permanente ici. Rien qu'à la veille de notre arrivée, ces combattants composés de militaires et VDP disent avoir abattu un suspect qui tentait de s'infiltrer dans la localité. Nous continuons notre progression. Sur la route, de nombreuses maisons abandonnées. Les usagers que nous croisons sont essentiellement des villageois revenant des champs pour la plupart. Ici, cela fait 2 ans que ces villageois n'avaient plus cultivé, confute cette dame qui ne veut pas se faire filmer. Mais avec l'amélioration de la situation sécuritaire dans leur zone, elle confie à notre confrère de la radio nationale qu'elle a pu mener ses travaux champêtres en toute quiétude. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas cultivé. Ouais, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure. Oui, j'en suis la localité. Certainement heureuse de nous voir, cette autre dame nous offre à notre tour quelques tiges de sa récolte, avec un sourire qui en dit long, peut-être le signe de l'espoir retrouvé. Dans notre progression, nous arrivons à cette autre commune, où la vie reprend peu à peu son cours. Les habitants sont de retour depuis une quarantaine de jours. Certains ont même rouvert leur petit commerce. Ici, FDS et VDP assurent la veille avec ce symbole. Le chef de village enrôlé dans le rang des volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons pris l'engagement de défendre notre commune. Les terroristes peuvent venir, mais ils ne repartiront pas vivants. Au total, 3 localités ont été réinstallées tout au long de cet axe d'environ 30 km. C'est actuellement la phase consolidation. Mais pour ces combattants, rien n'est encore acquis. À quelques kilomètres de la dernière localité, la menace s'accentue. La principale route devient dangereuse. La progression est lente. Nous ne pouvons pas emprunter la route sur tout le parcours. Pour éviter d'éventuelles mines sur la route, nous sommes obligés de bifurquer parfois par les pistes. Il faut emprunter les pistes, traverser les hautes herbes, la visibilité est réduite, mais les soldats burkinabés ont appris à s'adapter au terrain. Et dans cette situation, les motos sont les plus adaptées. Les hommes prennent position pour sécuriser le périmètre afin de permettre à l'équipe des techniciens de rétablir les installations sabotées par les terroristes. Mission accomplie après une trentaine de minutes de travaux. C'est le retour à la base. Il faut tout de même rester concentré. Les consignes doivent permanemment être rappelées. La moindre erreur tactique peut être fatale. La distance, les gars, la distance. Nous sommes de retour au camp du bataillon de marche mixte. C'est le débrief. Est-ce qu'il y a des blessés? Il y a des blessés? Est-ce qu'il y a une question particulière? Ok. Mono, il y a quelque chose? RS. Tiger. Jeffari. Ok. Duc, il y a quelque chose? RS. Le capitaine a tenu son pari, retourner avec ses hommes au complet, sains et saufs. Pour la prochaine étape, ils envisagent d'aller au-delà des localités visitées. À la suite de ce journal, le contexte sécuritaire met une pression énorme sur les capacités agricoles du Burkina. Les terres arabes sont abandonnées, la politique de l'autosuffisance alimentaire en est énormément impactée. Quel rôle peuvent jouer les territoires pour parer à la situation? C'est l'une des questions au centre de la 2e édition de la conférence nationale des territoires tenue ce jeudi. Bamori Traoré, Archimède Boy. Adoptée en Conseil des ministres le 31 mai dernier, la conférence nationale des territoires, qui est à sa 2e édition, s'inscrit dans l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 et l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique 2023-2025.
Cette volonté du gouvernement devra permettre à terme de booster la production des céréales et des légumes, ainsi que la création d'emplois. Il faut dire donc que c'est une tribune qui offre l'occasion à l'ensemble donc des acteurs de l'aménagement du territoire pour échanger donc sur la contribution donc des territoires à l'atteinte donc de l'autosuffisance alimentaire. En rappel, depuis 1970, le Burkina Faso a adopté donc de nombreux outils allant donc dans l'atteinte donc de l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce contexte donc, du changement climatique, de forte pression donc sur les zones à fort défi sécuritaire, notamment avec le déplacement donc des populations qui produisaient donc beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve donc confronté à un défi donc d'autosuffisance alimentaire. Donc ce deuxième cadre aujourd'hui qui se tient est donc l'occasion pour l'ensemble des acteurs de pouvoir apprécier la contribution donc des territoires à la tête donc de l'autosuffisance alimentaire. Cette deuxième édition de la Conférence nationale des territoires permet aux acteurs d'échanger sur la contribution des territoires à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. À cet effet, plusieurs mécanismes sont mis en place pour atteindre l'objectif. Dans le cas des mécanismes qui sont mis en place, il y a plusieurs mécanismes dont les pôles de croissance. Et quand on parle de pôles de croissance, il y a plusieurs variantes. Nous avons les agropoles, nous avons les pôles de croissance économique qui sont également des types de pôles de croissance. Nous avons les zones économiques d'exportation avec les zones économiques spéciales qui sont également des modèles de pôles de croissance. Mais pour ce qui est des agropoles, nous avons Bagrépole, nous avons Sourou et nous avons Samandine. Donc, ce sont ces pôles de croissance. S'il y a une grande production agricole et halieutique, s'il y a une grande production du point de vue pastoral, cela va contribuer non seulement à résoudre les questions et des difficultés en matière d'alimentation pour notre population, mais également cela va nous conduire sur le chemin de la souveraineté alimentaire. Par ailleurs, la principale orientation du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire vise l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso à l'horizon 2040. Parlant de développement endogène, l'association burkinabé de fundraising encourage à l'autofinancement des ONG burkinabé. La question a été discutée au cours d'un forum sur le sujet. Luc Pabelgem, reportage. Le développement endogène prôné par les autorités de la transition actuelle est promu par l'ABF, l'association burkinabé de fundraising, depuis 2008. Partant du constat de la faible capacité de mobilisation des ressources financières et techniques des ONG et associations de Burkina Faso, l'ABF se propose comme cette force d'accompagnement pour qu'elles puissent jouer leur rôle pour le développement communautaire. En 15 ans, le programme Giving for Change et Change the Game Academy ont permis à une quarantaine d'associations de 6 régions de Burkina Faso de compter sur leurs propres forces plutôt que d'attendre tout de l'extérieur. L'impact du programme Change the Game Academy s'est fait encore remarquer auprès du ministère néerlandais des Affaires étrangères, où un consortium des organisations travaillant dans la même thématique qu'ABF ont soumis en 2020 une demande de financement du programme Power of Voices qui a été retenu, et ABF et ses partenaires ont bénéficié du financement dans sa composante Giving for Change, donner pour changer, donner pour le développement endogène. Ce programme qui fait la promotion du développement endogène intervient dans 6 régions de notre pays et dans 8 communes, avec au total 40 associations à base communautaire déjà formées en mobilisation de ressources locales et en mobilisation de soutien, en lien avec leurs projets identifiés par les communautés. Le Forum national de l'ABF est organisé sous le thème développement communautaire, enjeux, défis et opportunités. Un thème qui renvoie à des réflexions sur la problématique liée aux dons locaux, aux défis de collaboration entre les associations à base communautaire, les ONG, les entreprises et les autorités, et sur la question de la crédibilité et de la redevabilité des associations à base communautaire. L'extraversion de notre économie est le pire ennemi, pour ne pas dire l'ennemi numéro 1 de notre développement. Nous devrons travailler à une introversion de l'économie. C'est là que le développement endogène a tout son sens dans notre pays.
Ce forum a été organisé pour plusieurs objectifs, parmi lesquels réunir les acteurs du développement du niveau local, provincial, régional, national et international sur la question du développement communautaire, présenter et montrer les résultats et l'impact du programme Change the Game Academy et Giving for Change, renforcer et élargir la collaboration entre les associations à base communautaire et les acteurs au niveau local et international. Et nous recevons maintenant l'invité de ce journal, le professeur Noël Thiombiano. Vous êtes directeur du CENO, le Centre national des œuvres universitaires. Bonsoir, professeur Thiombiano. Bonsoir, monsieur Daba. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mauvais et vieux souvenir? Ces images qu'on a vues il y a quelques années dans une résidence universitaire où on avait vu des chambres insalubres, des toilettes obsolètes, des matelas devenus presque des nattes. Est-ce que c'est la même chose en ce moment dans les chambres des étudiants ou est-ce que la situation a changé? Merci, monsieur le journaliste. On peut dire que de nos jours, il y a eu une évolution. Même si la situation n'est pas totalement reluisante, le CENO fait des efforts pour l'embellir. Voilà. Le CENO fait des efforts et justement, actuellement, c'est la période de l'octroi des chambres dans les cités universitaires, à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, mais aussi à Koudougou. Quelles sont les infrastructures disponibles? Bon, au niveau de l'hébergement, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des cités dans les 3 principales villes, qui sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Maintenant, la capacité d'accueil est de 8099 lits, soit 4649 lits à Ouagadougou, 2449 lits à Bobo-Dioulasso et 1001 lits à Koudougou. Pour combien de demandes? Bon, la demande est variable, puisque d'année en année, nous avons d'abord ce qu'on appelle la réadmission, c'est-à-dire des anciens étudiants qui étaient là dans nos cités, et nous avons maintenant de nouveaux étudiants qui arrivent avec le bac, qui demandent l'admission en cité via la plateforme Campus Faso. Donc nous pouvons dire qu'au bas mot, chaque année, le CENO arrive à couvrir au moins 90% de nouvelles demandes. 90% des nouvelles demandes sont assurées par le CENO. Voilà. Mais maintenant, pour la réadmission, c'est à 100%. À 100%. Il faut le rappeler que les conditions d'admission en cité, c'est 2 ans. Donc une année renouvelable une fois. Donc si vous avez passé une première année, la deuxième année est automatique s'il n'y a pas de griefs qui sont à votre encontre. Vous vous occupez aussi des restaurants universitaires. À ce niveau, est-ce que les choses se passent bien? On a vu plusieurs fois des étudiants se plaindre de faire des grèves à cause de la qualité du repas dans les restaurants universitaires. Est-ce que cette qualité elle a changé aujourd'hui? Il faut dire qu'au niveau du restaurant universitaire, nous louons déjà les efforts fournis par notre gouvernement pour assurer la restauration à nos étudiants. Au jour d'aujourd'hui, en 2023, on avait 13 millions de plats à servir. Et il faut dire aussi que c'était un service externalisé, c'est-à-dire confié à des prestataires externes avec des DAO, c'est-à-dire dans le dossier d'appel d'offres, toutes les caractéristiques sont décrites, notamment le grammage, c'est-à-dire le poids même de la nourriture, ainsi que de la viande. Pour la nourriture, c'est 300 grammes. Et pour la viande ou les protéines, de façon générale, animales ou lipidiques, on a 70 grammes. Donc, en termes de qualité, ce sont ces mercurales-là qu'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, le CENO a commis un laboratoire attitré pour suivre tout le process de la restauration, depuis le stockage à la préparation jusqu'au service. Et ce laboratoire-là nous fournit des rapports qui certifient que, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à reprocher à la qualité de nourriture servie dans nos restaurants. La qualité peut être propre à la consommation, mais en termes de goût, est-ce qu'il y a une évolution? Bon, comme on aime le dire en économie, en termes de goût, on ne discute pas de goût. Donc c'est des préférences. Les préférences en matière de goût, ce qui vous plaît peut ne pas me plaire. Mais donc, quand une majorité se plaint, il y a un problème quand même. Bon, généralement c'est ça, c'est une nourriture de grande masse. On ne va pas vouloir comparer la nourriture qu'on prépare pour une seule personne pour 10 000, voire 14 000. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le CENO sert
44 407 plats par jour. Donc vous imaginez comment toute la difficulté pour qu'on parle de qualité à ce niveau-là. Mais n'empêche que pour des jeunes qui sont l'avenir du Burkina Faso, à ce niveau, l'État et les CNO peuvent faire des efforts. Non, je ne renie pas la qualité. J'ai dit comparer la qualité pour un repas préparé pour un individu par rapport à un repas préparé pour la grande masse, ce n'est pas la même chose. Donc, tout est question de goût, en fait. C'est des préférences. Il faut dire que nous saluons aujourd'hui certaines prestatrices qui préparent sans cube magie, par exemple. Quelqu'un qui prépare sans cube magie par rapport à quelqu'un qui prépare avec le cube magie, ce n'est pas comparable. Quand on vous écoute, on sent que le CNO fait beaucoup d'efforts, mais il y a tout de même des difficultés. Tout à fait. Il y a des difficultés. Bon, ça, c'est le commun de tout le Burkina. Avec la situation d'insécurité, nous louons déjà les efforts fournis par nos autorités, mais il y a toujours des choses à améliorer, notamment en termes de capacité d'accueil, en termes d'hébergement. C'est pour cela que nos autorités ont en vue la construction d'autres cités dans différentes régions, mais également revoir la réhabilitation de ce qui existe déjà, comme nous l'avons entamé au niveau de la cité Kosodo, qui est en train d'être réhabilitée. Et aussi, nous allons poursuivre dans les jours, en 2024 la réhabilitation des autres cités. Au niveau de la santé, nous allons essayer aussi d'étendre la couverture au niveau des régions. Pour le moment, le CNO arrive à couvrir 8 régions sur les 13. Donc, notre ambition, c'est d'arriver à couvrir les 5 autres régions pour offrir les soins de santé à nos étudiants et améliorer aussi le plateau technique de nos étudiants. Voilà. Quand on vous écoute, on sent qu'il y a un véritable mouvement pour restaurer et doter les étudiants de nourriture, d'hébergement de très bonne qualité. Je pointais du doigt, il y a un instant, la situation dans les cités universitaires, notamment les chambres, les toilettes, l'insalubrité. Vous avez dit que des choses sont en train d'être faites. On aura l'occasion de les vérifier sans doute, mais il faut aussi pointer du doigt la responsabilité de certains étudiants. Tout à fait. Bon, c'est ça aussi. C'est pour cela qu'il y a des campagnes de sensibilisation aussi pour essayer d'amener nos étudiants à être éco-citoyens en prenant soin des infrastructures qu'on a bâties à la sueur de front des Burkinabés, parce qu'il n'est pas du tout aisé souvent de voir que, bon, là où il ne faut pas jeter des débris, des serviettes, malheureusement on arrive à le constater, ce qui pose énormément de difficultés aussi nous en termes d'entretien et de réparation de ces infrastructures-là. Donc c'est l'occasion de lancer encore un appel à l'endroit de nos étudiants pour qu'ils veillent à la prise en charge adéquate de ces infrastructures-là. J'espère que votre message sera entendu, surtout qu'on est en plein dans la Semaine nationale de la citoyenneté. Merci, professeur Thiobiano. Vous êtes directeur général du CNO, le Centre national des œuvres universitaires. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de ce journal maintenant avec le 5e congrès des experts comptables de l'espace UEMOA qui a ouvert ses portes ce jeudi à Ouagadougou sous le thème experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. C'est un phénomène qui a un impact énorme, d'abord en termes de perte de financement, 1000 milliards de dollars. Voilà ce que l'Afrique a perdu ces 50 dernières années à cause de ce phénomène. Mais il y a aussi cet argent qui va alimenter le financement du terrorisme. Eh bien, le reportage d'Abdourazak Traoré, plutôt Archimède Boy, nous en dit plus. Regardez. Au cours des 50 dernières années, l'Afrique a perdu plus de 600 000 milliards de francs CFA du fait des flux financiers illicites, selon un rapport du groupe de haut niveau chargé de la question sur le continent africain. Ce montant représente l'ensemble de l'aide publique au développement accordée à l'Afrique au cours des 50 dernières années, à en croire le ministre burkinabé de l'économie. La thématique est au cœur de ce 5e congrès des experts comptables de l'espace UEMOA à Ouagadougou. Aboubakar Nakanabo note que les conséquences de ce fléau sont multiformes sur l'économie du pays. C'est que ces flux financiers illicites privent nos pays des ressources qui pourraient servir à financer les services publics essentiels, qu'il s'agisse de la sécurité, de la justice ou des services sociaux de base, comme la santé et l'éducation, entraînant un affaiblissement de nos systèmes financiers et de leur potentiel économique.
Les flux financiers illicites sont intimement liés au blanchiment de capitaux, un mécanisme qui profite aux groupes armés terroristes, reconnaît Aboubakar Nakanabo. C'est pourquoi, ajoute-t-il, le gouvernement burkinabé a pris des mesures en vue d'assécher les sources de financement du terrorisme. Et nous avons commandité une étude sur les flux financiers illicites dans les secteurs miniers par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cela va nous permettre donc de voir l'ampleur du problème, de connaître donc les manifestations et également de voir comment lutter contre ces flux financiers illicites qui gangrènent donc notre économie. Aujourd'hui au Burkina, nous n'avons pas forcément un chiffre sur l'ampleur, mais nous sommes convaincus que c'est vraiment très important parce que les flux financiers illicites, ça se traduit par l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux, la fraude. Et c'est ce même objectif qui guide les 400 experts comptables réunis à ce congrès. En tant qu'expert comptable, notre objectif c'est de réfléchir sur d'abord le rôle que nous jouons dans la lutte contre ce fléau, mais ensuite nos réflexions vont porter sur la recherche des méthodes, la recherche des moyens pour pouvoir endiguer ces éléments-là par le contrôle. Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est que l'expert comptable est un tiers de confiance. Et donc, à ce titre-là, il est en relation avec un ensemble d'acteurs. Et comme on dit, c'est un homme de chiffres. Et quand on parle aussi de flux illicites, on parle de chiffres. Par ailleurs, cette rencontre se veut une plateforme d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques en matière comptable, indique le comité d'organisation. Et pour terminer, sachez que les 72 heures du lait local ont débuté ce jeudi et elles sont placées sous le thème « Valorisation du potentiel de la filière lait pour une autonomisation socio-économique des personnes déplacées internes au Burkina ». Stéphanie Ouattara et Arsène Konditamde vous en disent plus. Le lait local sous différentes formes ici au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. C'est la 9e édition des 72 heures du lait local. Cette activité, qui se tient du 26 au 28 octobre 2023, vise à valoriser la filière et soutenir les éleveurs locaux. 72 heures du lait local, c'est parti, comme vous l'avez dit, pour la 9e édition des 72 heures du lait local. Et chaque année, nous choisissons des thèmes en fonction de l'actualité. Nous avons eu des thèmes sur le consommé local, c'est-à-dire la fourniture de lait à l'école. Cette année, nous avons remarqué que les personnes déplacées internes ont besoin aussi de la filière lait pour se développer. Organisé tous les ans, cet événement n'est pas que marchand. C'est aussi un cadre de plaidoyer pour des politiques favorables à la filière lait au Burkina Faso. Les personnes déplacées internes sont au cœur de l'édition 2023. L'objectif étant de développer des projets d'autonomisation pour ces populations vulnérables. Ce matin, nous avons ouvert les 72 heures du lait local qui ont été instituées en 2015 par l'Union nationale des mini-laiteries du Burkina Faso. Et ces journées permettent de faire la promotion du lait local. Ça permet également des concertations entre des acteurs clés afin que nous puissions développer la filière lait local. C'est une activité également qui va générer des ressources pour les populations et également du travail pour toutes les couches sociales du pays. Sont présents des exposants de plusieurs régions du pays qui viennent pour promouvoir leurs produits. Chaque année, je participe aux 112 heures de lait local afin de mieux faire connaître nos produits. Surtout que certains de nos produits viennent d'être certifiés par Abenor. Les attentes, c'est surtout faire connaître nos produits et au niveau de la ville de Ouaga. C'est d'abord faire connaître nos produits et sortir les difficultés. Et donc, on partage avec les autres et l'esprit encore décider puisqu'on puisse connaître les réalités afin qu'on trouve la solution. En marge de cette cérémonie d'ouverture, un lot de matériel composé de motos, de réfrigérateurs et de tricycles, entre autres, a été remis à des exposants afin de développer davantage leurs activités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous dimanche pour le 7 Info. Demain, vous aurez rendez-vous avec Abdoulazak Traoré. Bonsoir.